Là, on parle des années 2007, on était encore, avant Lehman Brothers et la crise de 2008. Moi, ce qui m'a le plus, marqué à mon arrivée, c'est la vitesse à laquelle les choses se faisaient. C'est-à-dire que j'étais vraiment une machine à laver, quoi. Tout allait très vite, ce que je disais tout à l'heure et ce qui correspondait un peu à mon choix de la destination, je voulais être au cœur de la mondialisation et là, on y était vraiment. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Loïc, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Paul, merci de ton invitation. Ce que je te propose pour commencer ce podcast et cet épisode aujourd'hui, c'est que tu te présentes, tu nous dises qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais actuellement, tes fonctions. Je suis Loïc Bonardel, je suis, délégué général de l'IMED. On aura l'occasion d'en parler. Je monte des projets de jeunes en VIE à l'étranger pour le compte de nos adhérents et je suis également président de l'association Homer qui, œuvre à la mobilité des jeunes, cette fois-ci, africains, dans le cadre de leur formation pour faire des stages, en France et en Europe. Ok, super. Toi, en termes d'origine et de parcours scolaire, comment s'est construit les débuts de ta carrière? Moi, j'ai grandi aux Antilles, en Guadeloupe plus précisément, entre Marie-Galante et la Guadeloupe, jusqu'à peu près mes 15-16 ans. Ensuite, donc je suis rentré en France, à Marseille, où j'ai fait mon lycée et j'ai, commencé mes études à l'université d'Aix-Marseille, sur la gestion. J'ai enchaîné ensuite avec un master en développement international de projets, à la Sorbonne. Donc, c'était à l'époque, ça s'appelait l'Institut d'études et du développement économique et social. J'ai fait ça pendant 2 ans à Paris. J'ai enchaîné après avec différents stages. J'ai travaillé aux Nations Unies. On avait à l'époque, un bureau des Nations Unies à Marseille, donc j'ai pu faire un stage, de 6 mois, dans ce domaine-là. J'ai également travaillé pour un club d'exportateurs qui s'appelle le Club Apex, qui existe toujours, basé également, à Marseille, qui aide des PME du coup à se faire un petit peu les armes et leur stratégie à l'international. Donc j'ai fait ça également pendant 6 mois et puis, assez rapidement, je voulais avoir une carrière à l'international donc la question s'est posée de faire un VIE et donc j'ai commencé avec un VIE, à Lime, où je suis parti, 2 ans au Moyen-Orient, à Dubaï exactement. J'expliquerai peut-être après ce que j'y ai fait et je suis resté encore quelques années sur place et là, je suis rentré en France il y a une dizaine d'années, mais toujours sur une dimension internationale. Je pense que ça, je peux difficilement faire autrement, ça fait partie de moi aujourd'hui. Oui, toute ta carrière s'est tournée sur l'export et autour de l'export en tant qu'expatrié, puis aujourd'hui depuis la France pour accompagner les entreprises à l'international. On va revenir sur l'histoire de ton expatriation. Tu dis que tu es parti en VIE. Pourquoi avoir choisi du coup de partir au Moyen-Orient? Quel a été les facteurs qui t'ont amené à justement intégrer ce VIE avec l'IMED? Alors, moi, je voulais partir et faire ma carrière à l'international. Je voulais être sur des projets, très concrets d'entreprise qui souhaitent se développer à l'international. J'avais fait du coup, voilà, mon expérience aux Nations Unies. J'ai vu que c'était pas fait pour moi et que je voulais être beaucoup plus près du terrain sur des éléments concrets pour le développement économique, des entreprises et des relations entre la France et les pays concernés. Donc c'est dans ce cadre de, mon réseau un petit peu, ma veille, que j'ai rencontré l'IMED. J'ai rencontré le fondateur de l'IMED à l'époque, monsieur Nicolas Boyadjis, et je lui ai dit: «Voilà, moi je veux partir à l'étranger, je suis assez jeune, j'ai pas trop d'expérience, mais moi c'est ce que je veux faire. Votre projet d'aller développer des PME sur le territoire à l'étranger, leur trouver des marchés, des débouchés, c'est Ouais. passionnant, c'est absolument ce que je veux faire». Il m'a dit: «Écoute, bon, mon petit, tu gentil, là aujourd'hui, moi j'ai pas beaucoup de postes. Néanmoins, l'année prochaine, on a 2 postes qui s'ouvrent, dont un sur les Émirats arabes unis». Moi j'ai foncé sur les Émirats arabes unis parce que ça me semblait être un bon hub de la mondialisation, du commerce international et je voulais, m'inscrire un petit peu dans cette démarche-là et je voulais apprendre un maximum et ça me semblait être une bonne destination et il m'a dit: «Bah, du coup, voilà, tu as 6 mois, monte au projet, trouve tes entreprises. Nous, on t'apporte, une base de données, on t'apporte une carte de visite, et puis, bah, va trouver les entreprises qui sont prêtes à te faire confiance pour développer leur activité,
sur la zone. Donc c'était un projet assez challengeant, ça me plaisait bien. Je me suis dit: «Allez banco, on va relever le défi» et pendant 6 mois du coup, en France, je faisais des salons. Alors je parle d'une époque où il n'y avait pas encore internet, LinkedIn ça existait, tout juste, il y avait Viadeo qui commençait un peu à démarrer. Donc le réseau, c'était les pages jaunes, c'était les appels téléphoniques, c'était des salons, c'était les tournées dans des zones, industrielles. On partait en bagnole, on était avec 2 copains, on partait en bagnole dans une zone et puis, on faisait du, porte-à-porte, quoi et on frappait: «Bonjour, est-ce que vous exportez? Est-ce que vous serez intéressé pour aller exporter au Moyen-Orient? Voilà, moi j'ai ce projet, j'ai envie de m'installer là-bas, je cherche des entreprises à représenter, est-ce que ça vous intéresse?» Et donc j'ai fait ça pendant 6 mois. Au bout des 6 mois, j'ai trouvé, mes entreprises, et j'ai pu partir du coup, comme ça, sur place. Donc je me suis installé. Il y a mon épouse qui m'a rejoint, ensuite, et puis j'ai commencé à travailler, pour l'IMED dans le cadre de ce projet, VIE sur le Moyen-Orient. J'ai pu travailler du coup depuis Dubaï, j'ai pu travailler en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, enfin j'ai fait à peu près tous les pays de la zone. On peut expliquer peut-être la particularité de l'IMED parce que tu dis que tu as fait un VIE, à l'IMED, mais c'est pas avec l'IMED que tu travailles au quotidien et avec qui tu fais ton VIE. Est-ce que tu peux expliquer la structure que met à disposition l'IMED, pour justement accompagner des étudiants, dans leur VIE à l'international? Alors, l'IMED, c'est l'entité qui contracte avec Business France, c'est l'entité qui Mmh, loue des bureaux à l'étranger, c'est l'entité qui, met à disposition une voiture lorsqu'il y a une voiture, nécessaire dans le pays. C'est l'IMED qui porte le projet dans sa globalité. Après effectivement d'accord. sur le terrain, on va travailler pour des entreprises, françaises. On va avoir des cartes de visite au nom de ces entreprises-là, hein, dans le pays, qui ont besoin de trouver des marchés ou d'animer un réseau de vente, un réseau de distribution localement. Donc, il y a vraiment la partie France où on va monter le projet avec, du coup les candidats comme moi à l'époque, avec les entreprises qui sont intéressées par et le candidat et la destination dont on parle et puis après il y a la phase réalisation. Une fois qu'on est sur le terrain, on va dérouler un plan d'action. Donc ce plan d'action, on le définit avec l'entreprise en amont, bien évidemment au vu un petit peu, de l'expérience qu'on peut avoir nous à l'IMED et au vu de le travail qui a déjà été réalisé par l'entreprise. On ne part pas d'une feuille blanche, il y a toujours quelque chose qui a déjà été initié. Et ensuite, on va sur place dérouler ce plan d'action. Donc, ça va être des missions, par exemple, à l'issue d'un salon professionnel, l'entreprise revient avec 50, 60 cartes de visite. Bon, tout le monde est formidable, tout le monde veut travailler avec nous, mais après, dans le détail, avec qui nous aussi on a envie de travailler et qui a les moyens aussi de travailler tel qu'on souhaiterait que ce soit fait. Et donc là, typiquement, la mission, on va reprendre ces 60 cartes de visite, on va prendre la bagnole et puis on va aller rencontrer un petit peu tout ce beau monde et puis on va voir, vraiment ce qu'ils font, ce qu'ils ont, ce qu'on peut leur apporter, ce qu'ils peuvent nous apporter. On va faire des offres commerciales puisque in fine, l'idée à la fin, c'est faire des offres commerciales. On va pouvoir suivre ces offres-là et cetera et accompagner, voilà, le développement de l'activité, en Et donc quand toi tu arrives, aux Émirats arabes unis, en 2008 en VIE pour l'IMED, tu, fais du développement commercial pour quel type de PME? À l'époque, on faisait plein de petites missions, donc on pouvait travailler D'accord. jusqu'à 7, 8 entreprises sur la durée de son VIE. Aujourd'hui, ça, on le fait beaucoup moins. Aujourd'hui, sur un projet VIE qui va durer 24 mois, nos jeunes vont travailler pour 2 à 3 entreprises. Mais moi, à l'époque, j'avais, une entreprise qui faisait des illuminations. Donc ça, c'était une de mes plus grosses entreprises qui s'appelle, Blacher Illumination, qui est une belle entreprise du sud de la France, qui fait toutes les décorations Noël festives dans les villes, en France et en Europe. Donc les Champs-Élysées, par exemple, à Noël, c'est Blacher Illumination. Et pour eux, du coup, au Moyen-Orient, on équipait les centres commerciaux, on équipait les palais, on équipait les hôtels. Donc ça, c'était une des entreprises. J'avais une autre entreprise qui était dans la construction, qui faisait, tout ce qui était, balustrade de sécurité, dans les immeubles. Donc là, c'était un travail plus de prescription. Donc il fallait que j'aille voir les architectes en leur disant: voilà, dans votre projet là qui va sortir dans les prochaines années, nous on a une solution pour vos, systèmes de balustrade. Voilà un peu ce qu'on peut vous proposer et cetera, pour qu'on soit référencé dans les projets. Mais j'avais eu aussi plein d'autres petites missions. J'avais une petite mission, d'une entreprise qui faisait, tout ce qui était, cosmétique pour, les, chevaux. Donc ça, c'est des trucs assez originaux, parce qu'il y a beaucoup une culture des haras et des chevaux au Moyen-Orient. Et donc, on a vendu des cosmétiques auprès, des différents, propriétaires de chevaux sur place. J'avais travaillé également dans tout ce qui était, décoration, de poignées d'intérieur
pour les architectes. Donc ça aussi, c'est un truc assez atypique. Mais avec cette entreprise-là, du coup, j'ai pu voyager pratiquement dans toute la zone avec des échantillons. Je me baladais avec mes échantillons dans la valise là de poignées en bronze. C'était assez lourd à transporter. Mais je faisais le tour de tous les architectes de la région qui étaient intérieur designers pour leur proposer ces solutions-là dans les cadres de leur construction, encore une fois, de palais, d'hôtels, de bureaux, etc. Donc voilà, c'était des entreprises dans un secteur très varié, mais toujours sur la même problématique, la même nécessité commerciale. Et donc voilà, mon métier, c'était vraiment d'être un commercial sur place et de développer l'activité de ces entreprises. OK. Quand tu arrives aux Émirats arabes unis, quels sont les premiers éléments qui, t'interpellent et te sautent aux yeux par rapport à la France? Là, on parle des années 2007. On était encore avant Lehman Brothers et la crise de 2008. Moi, ce qui m'a le plus marqué à mon arrivée, c'est la vitesse à laquelle les choses se faisaient. C'est-à-dire que j'étais vraiment une machine à laver, quoi. Tout allait très vite. Ce que je disais tout à l'heure et ce qui correspondait un peu à mon choix de la destination, je voulais être au cœur de la mondialisation. Et là, on y était vraiment. C'est-à-dire que on avait en face de nous, on avait des Anglais, mais on avait aussi des Chinois, on avait des Indiens, on avait des Iraniens, on avait des Sud-Africains, des Libanais, des Égyptiens. Enfin, c'était vraiment le melting pot et tout le monde était là pour faire des affaires. Tout allait très vite. Il fallait toujours quelque chose pour hier. Énormément de compétition, parce que si c'est pas toi qui fais ta proposition, il y aura toujours quelqu'un d'autre pour la faire après toi. Donc c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué. C'est-à-dire autant en France, on est quand même on était et on est toujours d'ailleurs, je pense, mais dans une économie assez mature où les choses sont plus lentes, les cycles de décision sont plus longs, les opportunités aussi sont moins importantes. Que là, on arrive dans un pays qui est pratiquement neuf, hein, 30 ans, 40 ans d'existence quand j'y étais, où il y a tout à faire, qui sont ouverts sur le monde. Et donc tout va très vite. Et donc au début, ça fait un peu un choc, mais après, bon, suffit de c'est comme un peu la course à pied, quoi. Il faut prendre le rythme et puis après, une fois qu'on arrive à suivre le rythme, ça se passe très bien et c'est une expérience extraordinaire. Par rapport à ça, est-ce que tu as justement eu, un grand défi culturel que tu as rencontré, en arrivant par rapport à cette nouvelle culture? Oh, c'est-à-dire que, bon, moi, en tant que Français et imprégné de culture française, même si j'ai fait des études sur l'international et que j'ai une formation à l'international, on a tendance à beaucoup se mettre de frein soi-même et on, sur les opportunités, on a toujours tendance à dire oui, il y a toujours un mais en fait quelque part à un moment donné qui va nous freiner, qui va nous limiter dans nos choix, dans nos actions, dans notre vision un petit peu de ce qu'on peut faire et de ce qu'on doit faire. Là où, quand j'étais au Moyen-Orient, il y avait pas ce frein-là. C'était OK, go, on y va. Et puis, si ça marche pas, c'est beaucoup plus anglo-saxon en fait. Et si ça marche pas, c'est pas grave, on aura appris nos échecs. Et puis, s'il faut faire 10 essais pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui marche, faisons nos 10 essais. Alors qu'en France, on va être beaucoup plus calculateur. OK, on a 10 essais, on a 10 options. Sur ces 10 options, on va passer un temps fou à les décortiquer une par une. Entre-temps, le concurrent, il aura lui déjà avancé sur au moins la moitié. Et puis une fois qu'on aura fait nous notre petit tri, on va en sélectionner deux trois. Et puis on va y aller étape par étape, quoi. Mais là, ça marche plus. Ça marche plus parce que du coup, il y a toujours quelqu'un pour te passer devant. Donc il faut y aller, quoi. Bien sûr, il faut faire ton analyse et ta réflexion amont. Mais derrière, faut pas se mettre de frein et faut y aller. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Si ça marche, tant mieux. Mais la loi des nombres fait qu'au bout d'un moment, ça va pas forcément marcher. C'est se positionner dans une stratégie de volume et de pas Ou tomber, d'action, comme tu dis, oui, une stratégie d'action, quoi. Qu'on soit mmh, être moins dans la très moins proactif. cérébral et un peu plus dans l'action. OK. Tu parlais justement des Émirats arabes unis avant 2008, avant la crise des Lehman Brothers. Comment a évolué la situation à partir de cette crise? Toi qui es resté ensuite, jusqu'en 2012. À partir de 2008, tu es encore en VIE jusqu'en 2010. Comment est-ce que ça impacte l'environnement? Il y avait des secteurs avant qui fonctionnaient très bien, l'immobilier, construction. Tout de suite après, il a fallu un moment avant que ça reparte. Ce qui était assez marquant, à cette époque-là, c'est que vu que c'est une économie, encore une fois, qui est connectée, avec le monde, qui est hyper flexible, ou très très sensible en fait, aux aléas de la conjoncture générale. Le jour où il y a eu la crise de 2008, du jour au lendemain, il y avait, plus personne sur les routes.
Là où on pouvait mettre 1 heure de trajet pour aller du point A au point B, et on mettait plus que 10 minutes parce qu'il y avait plus personne en fait, ou beaucoup moins de monde. Donc il y a eu un arrêt vraiment brutal de l'activité. Mais de la même façon qu'il y a eu cet arrêt brutal, lorsque l'économie est repartie, 2009-2010, et qu'il y a eu des nouvelles dynamiques de croissance, c'est reparti aussi vite en fait, comme si c'était juste une petite parenthèse à un moment donné, dans l'histoire du pays. Et donc bon, sur cette période-là, néanmoins, voilà, ce que je disais dans la construction, c'était beaucoup moins évident de pouvoir travailler dans ce secteur-là en particulier. Par contre, il y avait tous les autres secteurs classiques qui fonctionnaient toujours bien. Aux Émirats arabes unis et dans la zone, c'était les énergies, bien sûr, la pétrochimie. Mais après, tout ce qui était services, IT, communication, ça marchait très bien. J'avais travaillé après dans ce secteur-là, et c'était les secteurs qui étaient en forte croissance assez rapidement après la crise de Lehman Brothers. Tu termines ton VIE du coup en 2010 et là tu vas rester au Moyen-Orient, tu vas, travailler pour SCOS, alors tu vas créer cette société, c'est ça? Est-ce que tu peux Alors, expliquer, j'ai pris la gestion de cette société. Cette société existait déjà, c'est une société d'accord, émirati. Mais après, fort de mes 2 ans d'expérience, de mes 2 ans de réseau aussi que j'ai pu développer, de connaissance du marché, je voulais pas m'arrêter là, et donc du coup, je suis resté sur place. Je me suis associé donc du coup avec un partenaire, émirati qui était propriétaire de l'entreprise, SCOS. Moi, j'en avais la gérance, et un partenaire, iranien, qui avait une entreprise aussi, dans le giron de notre partenaire émirati. Et ensemble, en fait, on représentait des produits et services français. C'est dans ce cadre-là, je disais, je travaillais sur les télécommunications, on a travaillé dans la pétrochimie. Et en fait, mon rôle, moi, c'était d'identifier des entreprises françaises, des services français, sur les, qui pouvaient avoir une offre à proposer sur le portefeuille client de mon partenaire émirati, notamment, ou de mon partenaire iranien, qui eux, par définition, étaient là. Enfin, mon partenaire émirati était là depuis sa naissance, puisqu'il est émirati. Mon partenaire iranien était là depuis 20 ans. Et donc, eux, ils me donnaient accès au marché. Et moi, je trouvais l'offre française qui allait bien en face. OK. Voilà, et j'ai fait ça 2 ans après 3 ans après mon VIE. Ouais. Pendant 3 ans. Et comment tu fais justement pour prendre en compte les différences culturelles dans cette société-là? Pour, travailler justement avec tes, associés du coup qui sont, émiratis et iraniens, mais également avec, les salariés qui doivent venir de tout le Moyen-Orient? Oui, on avait des Népalais, on avait des Indiens, on avait des Philippins. Enfin, c'était assez cosmopolite. Bah, je pense que dans ce cas de configuration, il n'y a pas 50 options. Il faut faire preuve d'humilité, pas penser que on sait tout, qu'on connaît tout. Donc, faire preuve beaucoup d'humilité, de compréhension, de patience. Favoriser au maximum les échanges, la communication, parce qu'entre, ce qu'on pense dire et puis, ce qu'on dit, ce que l'autre va, comprendre, va penser que, ce qu'on essaye de dire, il peut y avoir 50 chemins différents. Donc voilà, donc de l'humilité, face, à la différence culturelle, de la patience et beaucoup de communication. Tu restes aux Émirats arabes unis jusqu'à f 2012, puis tu vas rentrer en France. Quand tu rentres, après, 4-5 ans passés, au Moyen-Orient, qu'est-ce qui à ton tour t'interpelle en rentrant? J'ai envie de dire, c'est le contre-coup de ce qui m'a interpellé en arrivant, au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'on passe d'une économie où tout va très vite, une société où il y a beaucoup de brassage, de mouvements, et cetera, à une société en France qui est beaucoup plus, qui est déjà plus établie, qui n'embrasse pas la mondialisation comme, ça peut l'être dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'on a quand même, nous, des fois, des problèmes un peu de riches, sur certaines situations. Et il y a pas cette envie de progrès qu'on pourrait ressentir ailleurs. Je veux dire, on est une économie qui avons bénéficié des premières années de la mondialisation, qui avons été, dans le top 5, au niveau international. Et donc du coup, on n'a plus cette envie, on n'a plus cette saveur, qui fait que, bah, en Asie, au Moyen-Orient, les populations sortent de situations où, ils n'ont pas connu la même prospérité qu'on a pu, connaître, qui ont envie, de progrès, qui ont envie de prospérité pour leur, famille, pour leurs enfants, pour eux, qui ont envie d'avoir un accès à une qualité de vie, que nous on n'a plus en fait. Et donc du coup, ça crée une temporalité qui est totalement différente, et c'est pas toujours évident de pouvoir accepter, de dire: «Bah, voilà, OK, on met un peu le frein», parce qu'il faut mettre le frein, hein. Je dis pas qu'il y a un modèle qui est mieux que l'autre. Il y a des excès des 2 côtés, et donc ça demande un travail sur soi, à dire: «OK, on met un peu de frein».
et à juste titre, hein, c'est aussi pour ça que je voulais, rentrer aussi à un moment donné. On met le frein parce qu'il y a pas que, il y a pas que ça dans la vie, il y a pas que la croissance dans la vie. Il faut aussi apprendre à vivre, prendre du temps avec ses enfants, prendre du temps avec sa famille et trouver aussi d'autres moteurs dans sa vie de tous les jours. Et donc c'était ce retour à un rythme complètement différent qui, je pense, a été le plus compliqué, lorsque je suis rentré en France. Donc à ce moment-là, tu rentres à Marseille et là, tu réintègres. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu, ton évolution et l'évolution de tes fonctions dans cette structure et le rôle aujourd'hui de cette structure qui a évolué, par rapport au temps où toi tu as fait ton VIE? Nous, quand on voulait rentrer donc du coup en France avec mon épouse, on cherchait différents postes. Bon, il se trouvait que mon ancien employeur, du coup, l'IMED, cherchait un commercial, donc un business développeur. Il se trouvait que c'était à Marseille, donc une ville que j'apprécie, énormément pour sa qualité de vie. Donc du coup, j'ai commencé en tant que commercial. J'ai repris un petit peu la casquette de business développeur IMED, mais cette fois-ci pas pour mes projets, mais pour le projet d'autres jeunes. Et donc j'ai intégré le siège. À l'époque, on était, 2 avec Solange, Poncelet, ancienne directrice générale, et pour aller, bah, recruter des jeunes, trouver des entreprises, monter des projets à l'étranger, suivre la réalisation des missions et cetera. Et donc j'ai fait ça pendant, à peu près 5 ans, à l'IMED en tant que business développeur. Donc on a pu ouvrir des nouvelles destinations parce que 2012, c'est aussi la période des, révolutions arabes, printemps arabe, et donc tous les pays historiques un petit peu sur lesquels, ont périclité. On était sur l'Algérie, sur le Maroc, sur la Tunisie, Libye, sur l'Égypte, donc tous ces pays-là étaient très compliqués, à l'époque. Donc on a ouvert de nouvelles destinations, donc j'ai pu ouvrir les États-Unis, on a pu ouvrir, la Malaisie, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Vietnam, le Canada. On a élargi un petit peu notre, zone de jeu pour ouvrir tous ces pays-là et continuer à proposer, bah, ce qu'on sait faire en fait, hein. C'est des profils, compétents, qualifiés, sur le terrain, à même de développer des flux d'affaires pour nos adhérents. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans et puis, bah, après du coup j'ai pris la direction générale de l'IMED, pour prendre le relais donc de Solange Poncelet qui partait à la retraite à ce moment-là. Aujourd'hui, l'IMED, en termes de structure, comment ça s'organise? Alors en termes de structure, nous on est 3 permanents. On a été plus nombreux il y a quelques années avant Covid, mais la période Covid a été un vrai coup de frein, dans le cadre de nos activités. Nous on travaille sur la mobilité des jeunes à l'international, et enfin mobilité internationale. À partir du moment où les frontières sont fermées, qu'on peut plus se déplacer, malheureusement on peut plus faire grand chose. Donc ça a mis un gros coup de frein. Mais là, du coup, on repart sur de nouveaux projets, notamment avec les régions, parce que les régions sont beaucoup plus sensibles maintenant aux aides et à l'appui des PME, hein. C'est vrai que le quoi qu'il en coûte est terminé. Donc maintenant que la planche à billets, s'est arrêtée de tourner, il faut trouver des solutions néanmoins pour continuer à aider, les entreprises à se déployer à l'international. Et ce qu'on propose nous, qui est donc une solution, un peu particulière de VIE temps partagé à destination spécifiquement de PME, intéresse beaucoup les régions, de France. Donc, dans ce cadre-là, on a ouvert une antenne à Lille. Donc, on a également un bureau à Lille aujourd'hui, pour travailler avec la région Hauts-de-France. On travaille historiquement l'IMED avec la région Sud, hein, ça c'est notre partenaire depuis toujours. Mais voilà, mais on cible également d'autres régions en France qui pourraient être intéressées par cette solution. Donc là, tu viens de m'expliquer l'IMED, tu m'as aussi, dit que tu étais, président de l'association, Homer France. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence et les activités aujourd'hui d'Homer France? Homer France, du coup, c'est une association qui a été créée en 2018, qui est un peu la contrepartie du VIE. Donc bon, c'est super le projet VIE pour nos entreprises, pour nos jeunes, mais pour nos partenaires économiques, aujourd'hui, il faut aussi pouvoir leur proposer une contrepartie, parce qu'eux-mêmes ont des problématiques d'emploi, des jeunes à la sortie de leurs études, ont des problématiques aussi de développement économique et ont besoin d'acquérir des compétences. Homer, en fait, ça permet, comme on permet à un jeune Français de partir à l'étranger, ça permet à un jeune en formation, aujourd'hui de Méditerranée et d'Afrique subsaharienne, principalement, de venir faire un stage de 4 à 6 mois en France, au sein d'une entreprise française, qui a vocation à former ces jeunes, d'accord, dans le cadre de leur diplôme, pour ensuite pouvoir les embaucher en local dans les pays où ils ont été formés, parce que les entreprises ont besoin d'avoir des compétences locales pour développer leur activité. Et donc, on fait ça
Aujourd'hui, on a à peu près plus d'une trentaine de jeunes, sur 2023 qui sont venus, en France se former au sein d'entreprises françaises et qui ont pu ensuite du coup, avoir un accès plus facilité à l'emploi, au marché du travail, dans leur pays, mais qui ont aussi pu, être embauchés par ces mêmes entreprises qui ont besoin mécaniquement de ressources humaines, dans les pays concernés. On fait ça aujourd'hui avec le ministère de l'enseignement supérieur, avec le ministère des Affaires étrangères, la direction, interméditerranéenne. On travaille ici beaucoup avec les conseils du commerce extérieur, de la France, et la région sud, encore une fois, qui soutient le dispositif et le programme. Est-ce que tu peux me raconter un challenge situationnel marquant de ta carrière auquel tu as fait face? Et est-ce que tu en as tiré une situation un peu insolite? Alors s'il y a bien un élément, marquant, de ma carrière et qui a marqué, du coup, qui aura marqué toute une génération, c'est la période covid, clairement. Parce que comme je le disais tout à l'heure, nous, on est dans les mobilités à l'international. Donc du coup, lorsque on part à l'étranger, c'est pour, prendre la voiture, aller voir, comme je disais, aller voir des prospects, aller voir des clients, prendre l'avion pour aller, rencontrer des partenaires sur des salons. À partir du moment où tout ça s'arrête, il y a quand même une grosse remise en question, de notre travail, de ce qu'on fait, de comment on le fait. Heu, c'est des périodes qui ont été très compliquées pour beaucoup de jeunes, qui soit n'ont pas pu avoir accès au VIE, parce que, il y avait pas de VIE à cette époque, il y avait pas de départ de VIE, soit qui ont été en VIE, mais qui du coup ont pas pu, réaliser 100 de ce qu'ils auraient voulu ou dû faire pendant cette période-là. Et donc, devoir gérer ça à distance, d'autant plus sur des fuseaux horaires, différents, ça a été une période qui était très compliquée. On a essayé avec nos moyens et avec le plus de souplesse possible de trouver des solutions avec les entreprises, avec les jeunes. Mais ça a été une période très marquante, j'ai envie de dire, de ma carrière professionnelle. Si je devais en tirer un enseignement, ça serait, alors bon, en espérant qu'on n'arrive pas dans des situations similaires, dans les prochaines années, mais être préparé à toutes les situations. Être préparé à toutes les situations et être proche de ses équipes, même à distance. Parce qu'au final, je me rends compte qu'il y a des signaux faibles. Bon, hem, c'était un peu la folie pour tout le monde, mais il y avait des signaux faibles sur lesquels il faut être très attentif si on veut vraiment comprendre à distance ce qui se passe, quelle est la position de la personne, quel est son état d'esprit, et quelle décision il faut prendre à quel moment. Parce que, à distance, il y avait des décisions qui étaient compliquées à prendre. Est-ce qu'on rentre? Est-ce qu'on rentre pas? Est-ce qu'on reste? Qu'est-ce qu'on attend? Combien de temps on attend? Et cetera. Et ça, on peut pas faire des généralités, en fait. Il y a pas une procédure qui dit: voilà, hop, en cas de covid, voilà la procédure à suivre pour tout le monde. Il faut pouvoir être souple et adapter sa décision aux situations propres de chaque individu. Parce que derrière, au final, ce sont des personnes qui sont impactées par les décisions qu'on peut prendre. Donc voilà un petit peu, si je devais, citer un élément marquant et ce que j'en ai retenu moi, en tant que manager. Est-ce que tu as vécu un échec et est-ce que tu peux me raconter comment tu as fait pour, rebondir face à cette épreuve? Alors moi, il y a un échec qui m'avait beaucoup marqué, si je reprends, mon début à l'IMED, lorsque je montais mon projet de VIE. J'étais en discussion avec une entreprise avec qui je devais travailler, normalement, donc c'était un beau projet sur une année. On avait bien travaillé le sujet. On avait plusieurs segments qu'on avait identifiés, autour de la sécurité, autour des sapeurs-pompiers. Il y avait un certain nombre d'équipements autour de la santé et cetera. C'était vraiment un super projet et j'avais mis beaucoup de moi dans ce projet. Et j'avais mis beaucoup de temps, j'avais travaillé, j'avais bien segmenté mon marché, j'avais étudié, chaque porte d'entrée et chaque modèle en fonction du marché. Enfin, j'avais vraiment fait, un super business plan. Tout devait se finaliser, enfin, j'avais bien sympathisé avec le directeur export de l'époque, j'étais parti le voir, enfin voilà. Tout était vraiment au cordeau, prêt à signer et puis finalement, au dernier moment, arrêt de signature, l'entreprise était en procédure de rachat, par un autre groupe et à partir de là, hop, plus aucun projet de développement. Et ça, c'était difficile à encaisser parce que, j'avais mis encore une fois, voilà, beaucoup de temps, beaucoup de ma personne sur ce projet-là. J'avais même, à un moment donné, pris les choses plus personnellement parce que du coup, on remettait un peu en question tout le travail que j'avais fait et qui, à mes yeux à l'époque était très bien. Mais il se passait qu'il y a des aléas
qu'on ne maîtrise pas, qui ne dépendent pas de nous, et qui, peuvent changer nos plans. Donc ça, c'était un gros échec pour moi. J'en ai retenu effectivement qu'il fallait se concentrer quand même si ça n'a pas marché, c'est pas grave et s'il fallait le refaire, je le referais. Mais qu'il fallait se concentrer sur les éléments qui, dépendent de nous et donc vraiment être attentif à ce qui dépend de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nous. Donc ça sert à rien non plus de se compliquer la vie. Et toujours penser à avoir des plans B, des plans C, parce qu'on ne sait jamais, ce qui peut se passer. Et donc du coup sur les missions suivantes, j'ai toujours donné ou du moins essayé de donner autant, de moi sur ces projets de développement, mais j'avais toujours voilà, ce recul nécessaire pour dire: «Bah, il se peut que ça se fasse pas et si ça se fait pas, bah, en soi c'est pas grave non plus, j'aurais appris un certain nombre de choses et bah, les plans B c'est ça, le plan C c'est ça» et donc du coup ça m'a permis, moi, en tant que commercial, de toujours travailler mon portefeuille client pour toujours avoir des options de repli si nécessaire. Aujourd'hui, par rapport aux VIE que propose l'IMED et les VIE qu'on peut trouver sur la plateforme Business France, les VIE de l'IMED, justement, il y a toute une organisation où il faut jongler entre deux entreprises par rapport aux VIE qu'on peut trouver des grosses entreprises françaises sur la plateforme Business France. Qu'est-ce que tu conseilles aux étudiants qui potentiellement nous écoutent en termes de choix, sur quels critères évaluer leur sélection si des étudiants souhaitent partir à l'international? Tout va dépendre de ce qu'on veut faire. Tout va dépendre de ce qu'on veut faire et de ce qu'on est capable de faire aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'idéal, mais il y a aussi faut aussi, voir un petit peu de façon très pragmatique, qu'est-ce qu'on peut proposer à une entreprise? Quelle est notre, expertise, quelle est notre expérience et cetera. Même si on est sur des expériences assez juniors, bah, il y a eu des stages, il y a eu des alternances, il y a eu des projets d'école et cetera, donc qui permettent quand même de mettre en avant un certain nombre de choses. La carrière dans une PME et la carrière dans un groupe, c'est pas la même chose. Donc lorsqu'on candidate à des offres de VIE, dans des grands groupes du CAC 40, on n'aura pas le même plan de carrière que si on candidate dans des, entreprises, de plus petite taille. Donc c'est vraiment par rapport à ses aspirations personnelles. Moi, ce dont je peux parler, ce que j'ai pratiqué, c'est la partie, PME. Le gros avantage que moi je vois sur ces types de VIE où on est quand même sur des problématiques très, concrètes et très terrain, c'est qu'on est, en lien direct avec la vie de l'entreprise, quoi. Je veux dire, le cycle de décision est beaucoup plus court, les prises de décision, sont beaucoup plus, rapides. On a un réel impact sur l'activité de l'entreprise. On peut vraiment influencer aussi les stratégies, les directions de l'entreprise. Donc si on est passionné d'entreprise, d'entrepreneuriat, de relations, et qu'on veut vraiment sentir l'impact de son travail au quotidien, sur une activité, d'entreprise, bon, l'expérience en PME, n'a pas d'équivalent. N'a pas d'équivalent. L'expérience à temps partagé, permet d'ailleurs de multiplier par 2 ou par 3 potentiellement cette expérience-là, dans la mesure où on va travailler pour deux-trois entreprises. Deux-trois entreprises qui ont des méthodes de travail différentes, qui ont des méthodes de management différentes, qui ont des histoires différentes, qui ont des offres différentes, qui ont des approches marché différentes. Et donc à chaque fois, on va pouvoir s'enrichir de chacune de ces expériences, de chacune de ces entreprises, pour progresser, pour, s'épanouir dans son travail, dans ce qu'on aime faire, et ça a pas de prix. Donc du coup, là je prêche plus pour ma paroisse, mais en même temps, moi, c'est ce que j'aime faire et donc c'est là où, je conseillerais, aux jeunes de postuler. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Alors c'est un terme qu'on n'utilise plus trop, mais c'est la pugnacité. Ça, c'était, le fondateur de l'IMED, monsieur Nicolas Boyadis, qui nous disait à chaque fois, «Si vous faites pas de preuve de pugnacité, vous n'arriverez jamais à rien». Il était assez direct, monsieur Boyadis, mais c'est vrai que la pugnacité, donc la persévérance, le fait de on lâche rien, on continue à s'accrocher, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve beaucoup dans le sport. C'est vraiment un élément clé qu'il faut garder en tête dans chacun de ces projets. Je veux dire, si on s'engage, on y va à fond et on va vraiment jusqu'au bout de la démarche. Et c'est seulement une fois qu'on est arrivé au bout de cette démarche, qu'on pourra en tirer un constat. Comment est-ce que tu continues de progresser aujourd'hui? Faut rester curieux, en fait. Du coup, moi, c'est vrai que je suis curieux de beaucoup de choses, et j'essaye de diversifier un peu mes sources d'informations, mes sources de
de culture. Donc, que ce soit au niveau du théâtre, par exemple, je vais aller sur des expériences autour du théâtre. Au niveau de mes lectures, il y aura des lectures très variées. Ça peut être des lectures très du day to day, de management, d'économie, de vente, tout simplement. Mais ça peut être plus des lectures de philosophie, de grands auteurs, de poésie, être curieux de ce qui se passe à l'étranger, comment les choses se passent ailleurs à l'étranger, quels sont les us et coutumes, les cultures différentes, etc. Je pense que c'est la curiosité en fait qui fait que on continue à progresser dans son parcours professionnel et dans sa vie personnelle. Tu me parles justement de livres, de pièces de théâtre, est-ce que tu as, toi, un indispensable, un livre, un média qui t'accompagne dans ta vie? Alors moi, c'est beaucoup le livre. C'est vrai que mais maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font en numérique, en vidéo. Je reste quand même très attaché moi au livre, parce que le livre te permet quand même d'avoir un moment où, déjà tu es plus actif que lorsque tu regardes une vidéo ou quelque chose. Donc ça t'oblige à faire un effort d'appropriation de ce que tu es en train de lire. Ça t'oblige aussi à faire un retour un petit peu sur toi, un recentrage sur toi, et tu permet aussi c'est toi qui maîtrises le rythme de ta réflexion. Je veux dire, tu lis un livre, un paragraphe, un chapitre, si à un moment donné tu veux te poser et réfléchir à ça, bah, c'est toi qui décides de te poser, réfléchir à ça. C'est pas, tu pas parce que tu as appuyé sur play, du coup, que tu es obligé de manger, de gober tout ce qui est, tout ce qu'on te donne. Donc moi, je suis très attentif et je suis très attaché aux livres. Si j'avais 2 livres, à citer là, pour notre échange, pareil d'une façon un peu plus rétrospective par rapport à mon expérience. Moi, il y a un bouquin qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivé et que j'ai commencé à travailler pour plusieurs entreprises du coup, parce que la grosse problématique à ce moment-là, c'est l'organisation, c'est comment je gère plusieurs dossiers en même temps, en plus de ta vie perso, c'est pas toujours évident. Et donc j'étais parti me balader dans une librairie à Dubaï et j'étais tombé sur un auteur américain et qui a été une révélation. Alors, je sais pas s'il produit encore. C'est David Allen. Je sais pas si ça se voit. OK, ouais, C'est Getting je Things suis à Done. côté de toi, OK. C'est une Ouais, méthode qu'il a développée qui s'appelle GTD, Getting Things Done. Alors, ça fait un peu old school parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les outils numériques qu'on a aujourd'hui. Mais ça permet quand même de mettre en place des méthodes assez simples d'organisation et de priorisation de ces sujets. On est abreuvé d'informations et de sollicitations, que ce soit par mail, par téléphone, par réseau, etc. Et il y a encore certaines de ces méthodes que j'utilise aujourd'hui, bien qu'à son époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui en termes de numérique. Et c'est un très bel outil. Après, si super. un livre plus lié à mon métier, à Oui, l'international, au commerce international, bon, je ne peux pas ne pas citer le livre que l'IMED a édité l'été dernier, qui est le guide pratique de l'export, qui est un livre qui se veut, tu vois, assez léger pour pouvoir justement voyager avec, et qui est un peu la synthèse de plusieurs années d'expérience de plusieurs personnes qui ont travaillé à l'international. Il y a plus de 16 auteurs. Ce livre a été créé et rédigé à plus de 16 mains. Des anciens VIE, des conseillers du commerce extérieur, des adhérents de l'IMED, des anciens adhérents de l'IMED, qui tous ont participé à un moment donné dans leur carrière professionnelle à un projet de développement international. Et on a voulu voilà, synthétiser un petit peu tout ça pour que lorsqu'on se lance dans ce projet international, on a ça sous la main, ça nous rappelle les bases, le b.a.-ba, et puis comme ça on peut avancer de façon construite, encore une fois, sous un format livre. Alors il n'est pas en numérique, encore une fois, mais il est disponible sur le site internet ou sur Amazon. où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter? Alors moi, c'est LinkedIn. J'essaie de limiter les multiplications de réseaux. Donc c'est LinkedIn, principalement, où là, il y a l'actualité de l'IMED, et de ce que je fais pour l'IMED au quotidien. Super, bah, écoute, merci beaucoup pour, ton temps et pour cet échange, Loïc, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Merci Paul, également, plaisir partagé et merci pour cette initiative. Notre émission s'achève, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.
Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.